Mesdames, messieurs, bienvenue à cette émission de Sport Neuf Laval. Je suis votre animatrice Sarah Bibeau et je suis accompagnée de Michel Hogg. Michel Hogg à la co-animation. Cette semaine, on va parler des investissements, autant monétaires que les investissements du temps, que ce soit l'énergie qu'on met pour la réalisation d'un sport, donc pour progresser dans le domaine sportif. Et Michel et moi, on voulait aborder avec un article qui a été publié l'été dernier, avec toute l'effervescence autour d'Eugénie Bouchard. Ça disait que le développement d'un jeune athlète au tennis peut coûter jusqu'à 400 000 $ entre l'âge de 5 ans à 18 ans. Donc, ça représente une somme quand même assez importante. Et ça, on va en parler avec notre invité de la semaine, Philippe Goubenko. Comment ça va, Philippe? Ça va très bien, merci. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors, on va parler justement des investissements au temps monétaire. Tout d'abord, pourquoi est-ce que ça coûte cher? Comme l'article le mentionnait, les jeunes, souvent, le tennis est un sport qui se pratique autant l'été que l'hiver. Ouais. Donc, les jeunes vont être appelés à aller à l'extérieur du pays. Donc, les frais reliés que ce soit à l'hôtel, à l'avion, les frais de dépenses, des restaurants, tout ça, et beaucoup plus. Donc, oui, en fait, 400 000 $ de l'âge à 5 à 13 ans, ça coûte très cher. Les jeunes commencent dans un petit programme qui s'appelle demi-terrain, programme 12 mètres. Ensuite, on va au 3/4 terrain, on arrive à plein terrain, des balles dépressurisées. Par la suite, on arrive à le terrain complet à l'âge de 10-11 ans. Et tout ce développement, cette progression-là coûte quand même 5 à 10 000 $ par année, même si les jeunes ils ont 5 ans, 6 ans, 7 ans. Par la suite, quand tu es un bon joueur, même à l'âge de 10 ans, il y a des tournois nationaux, des tournois internationaux, les voyages, les coûts de leçons privées des entraîneurs qui sont assez dispendieux. Ça, c'est si tu n'es pas invité dans un centre national. C'est pas tous les pays qui ont un centre national. Nous, au Canada, depuis 2007, ils ont vraiment pris en main un centre national qui va très, très bien. Ils ont des très bons résultats depuis. On regarde avec Milos Raonic, on regarde avec Eugénie Bouchard, des jeunes joueurs du Québec comme Alexis Galarneau qui va très bien depuis quelques temps. Il est au centre depuis 2013. Donc, si on regarde de l'âge de 5 ans à 18 ans, ça peut coûter facilement 400 000 $. C'est très vrai. Eugénie qui l'a mentionné. Voyager avec un entraîneur privé, c'est 50 000 $ pour ton entraîneur dans une année, plus les coûts, les frais pour les voyages du joueur, de l'athlète. Donc, c'est du 75 000 à 100 $ dans des grosses années, quand on est un jeune de 14, 15, 16 ans. Donc, c'est très dispendieux. Donc, il faut avoir des parents qui travaillent fort pour pouvoir se le permettre et avec un peu de commanditaire. Mais des fois, on reçoit un petit 5-10 000 $. Tout le monde trouve que c'est un gros montant, mais la réalité, c'est que ce montant-là peut être dépensé dans quelques mois. Donc, dans la grande totalité des investissements. Puis on parle juste des investissements financiers, mais aussi tout le temps, le support qu'il y a à avoir d'un parent ou d'un entraîneur ou de l'équipe qui entoure l'athlète aussi. Exact. Une équipe, un entraîneur privé, un entraîneur de conditionnement physique. Des fois, il y a un entraîneur psychologique aussi. C'est très important. Assez souvent, on ne parle pas du côté psychologique. Ça, c'est un facteur qui est très important. Donc, 3 entraîneurs payés à temps plein. Bien sûr, les sacrifices que les jeunes font également. Ils ne peuvent pas voir leurs amis tout le temps. Ils doivent être des fois à l'extérieur du pays. Des jeunes qui viennent, exemple, des provinces de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, eux, au Centre national qui est à Montréal, ils doivent rester dans les familles d'accueil. Okay. Donc, c'est un sacrifice autant pour les parents des jeunes que l'athlète lui-même. Donc, c'est pas quelque chose de très facile. On vit ça à l'âge de 13, 14 ans, une crise d'adolescence. Donc, à gérer dans un moment difficile tennistiquement, si on a des contre-performances, ça peut être quelque chose qui est dur à vivre pour un jeune, autant que ce soit... C'est qu'on est loin de notre famille, les parents sont pas là. Exactement. Souvent. Mais parlons du Centre national. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que là, on en parle comme si c'est normal, mais pour ceux et celles qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est? Bien, le Centre national, ça a été établi en 2007. Louis Borfiga, qui avait le mandat de venir ici au Québec, de vraiment partir au Canada d'un Centre national de haute performance pour essayer d'aider les jeunes, les meilleurs jeunes sélectionnés pour ensuite les amener au niveau professionnel puis à un coût diminué. Donc, ça porte fruit. Déjà, on regarde avec Eugénie et Milos qui ont grandi je vous dire, de l'âge de 16-17 ans, qui ont pu être appuyés par le centre. Eux, il y avait, à 10-11 ans, le Centre national n'existait pas, comme dans mon temps à moi. Mais maintenant, les jeunes qui ont environ 11 ou 12 ans sont même dans des petits centres compliments, que ça s'appelle. Okay. Ils travaillent 3 fois semaine au Centre national et aussi ont leur entraîneur privé ou leur club où ils sont associés. Donc, ils sont initiés tranquillement. Initiés tranquillement en introduction au Centre national qui, à l'âge de 14 ans, des fois un peu plus jeune pour les filles, on est choisi, sélectionné jusqu'à l'âge de 17-18 ans et rendu chez les professionnels qu'on a plus que 18 ans. Bien, normalement, on a un niveau assez élevé. On a quelques commanditaires qui vont nous aider à poursuivre le chemin puis éventuellement espérer arriver au niveau de Milos Raonic ou d'Eugénie Bouchard. Exactement.
Mais c'est que ça représente énormément. C'est ça, au début de l'émission, de la chronique, je parlais de les impacts financiers, les impacts monétaires pour les parents qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent. Est-ce que c'est quand même possible d'offrir l'opportunité à leurs enfants de performer dans un sport? Parce que le tennis, c'est une discipline parmi tant d'autres, mais pourquoi exactement? Est-ce que ça coûte autant cher que ça? C'est souvent les frais de terrain à l'intérieur. Malheureusement, on est dans un pays où 8 mois sur 12, on est à l'intérieur. Donc ça, c'est des frais de terrain, l'électricité, le chauffage. Les clubs de tennis doivent faire un profit, donc ça coûte très cher. 30 à 40 $ pour une heure de terrain. Le frais de 40 à 50 $ pour l'entraîneur privé, donc c'est pas loin de 100 $ pour une leçon privée. Règle générale, les bons joueurs vont avoir une entente, un prix diminué, un coût diminué, mais quand même, c'est une des grosses raisons que ça coûte très cher. Également, les voyages. Quand tu es premier au Canada, tu dois faire le tour du monde. Si on compare au hockey, qui est plus joué en Amérique du Nord, une province à l'autre ou un État à l'autre, au Canada, on doit voyager un pays à l'autre. Donc, c'est 2-3 000 $ de billets d'avion dernière minute. Et on ne sait jamais quand on va perdre ou quand on va être éliminé. Donc, on jamais réserver un billet d'avion en avance. Donc, c'est des billets d'avion, un aller dernière minute d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Et si tu es avec ton entraîneur, c'est 2 fois le prix. Donc, c'est des grosses raisons que le transport, ça peut coûter facilement 50 % des dépenses dans une année, juste arriver à un tournoi, puis on n'a même pas encore commencé, ni la chambre d'hôtel n'est pas payée, etc. Est-ce qu'on ne peut pas prévoir à l'avance? C'est comme tout le temps dernière minute? Exactement. Ça, on peut perdre un lundi comme on peut perdre un samedi en finale ou un dimanche en finale. Puis on n'est justement pas non plus dans le développement du sport. Tu sais, c'est comme le support. On parle du voyagement ou des chambres d'hôtel. On n'est pas nécessairement dans le développement tennis. Non, là, c'est juste l'aspect matériel, exact. Toute la mise en scène autour. Exact. Puis là, il faut considérer le montant que tu payes à ton entraîneur, également l'entraînement en tant que tel qui coûte aussi très cher. Donc, si on met le tout ensemble, ça peut coûter, comme je vous ai dit, à 75 000 $ pour un athlète qui veut vraiment mettre le paquet dans son année. Donc, les parents, c'est pas tous les parents qui peuvent se le permettre. Donc, on essaie des fois de faire des levées de fonds. Dans les clubs sportifs, on essaie d'aider nos jeunes le plus possible. Le Centre national maintenant qui est un gros plus, mais il y a des fois qu'on n'arrive pas à tout faire les tournois, puis on essaie tout simplement d'essayer de choisir, sélectionner, faire le mieux qu'on peut. Mais moi, je pense que les jeunes doivent choisir le sport qu'ils veulent, puis par la suite, on essaie de se débrouiller. Puis il y a toujours des moyens quand même, mais je peux vous dire que c'est quand même pas très facile. Il y a d'autres sports qui sont moins dispendieux. Des fois, les sports d'équipe, c'est plus facile à gérer, mais un sport individuel, c'est très dispendieux à gérer. Donc, en conclusion, il y a toujours moyen de s'arranger. Toujours moyen de s'arranger. Il faut rester Philippe, positif. merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, ça nous a fait plaisir aussi. Merci. Philippe, entraîneur et coach au Centre sportif multisport de Laval. Merci. Bonjour, mon nom est Roberta Arguello et voici les nouvelles du sport. Cédric Adam, étudiant en première secondaire du Collège Laval, est le nouveau champion du monde de karaté avec une médaille d'or en kung-fu. Il a remporté un total de 3 médailles au championnat du monde de la World Karate and Kickboxing Commission présenté à Dublin du 4 au 9 octobre dernier. Ce championnat regroupait des compétiteurs venant de plus de 23 pays dans le monde, représentés par un maximum de 4 participants dans chacune des catégories. Et pour faire partie de l'équipe canadienne, les compétiteurs devaient se qualifier aux compétitions provinciales et canadiennes. En 2015, Cédric souhaite se qualifier pour représenter le Canada au championnat du monde à Orlando, en Floride, mais cette fois-ci, il souhaite mettre la main sur 2 titres de champion du monde. Félicitations à Cédric pour tes nombreuses médailles et nous sommes fiers de toi. Bienvenue à ma chronique nutrition. Alors, cette semaine, je parle de faim et de satiété. Plusieurs personnes se demandent est-ce qu'elles vont encore prendre 10, 15, 20 livres durant le temps des fêtes. Alors, c'est peut-être le temps, durant cette période, de faire un petit examen de notre rapport à la nourriture et comment nous respectons, finalement, nos signaux de faim et de satiété durant cette période-là où il y a plus d'aliments disponibles, finalement. Alors, je vais vous donner quelques petits trucs pour peut-être passer cette période-là plus facilement. Premièrement, pour être en contact avec ce qui se passe à l'intérieur, il faut se connecter au moment présent, puis être un petit peu plus probablement détendu. On prend nos repas à la sauvette, on sent pas notre nourriture, on la regarde pas. Alors déjà en partant, ça peut aider de respirer et de peut-être prendre le temps. De regarder qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce que ça goûte. Déjà là, je pense que c'est un prérequis.
Et par la suite, on se dit, bien, écoute, mettons que ça, c'est votre bol de céréales. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un gros bol de céréales comme ça? C'est sûr que si je remplis plus par habitude, ça va être très difficile d'arrêter en plein milieu ou aux 3/4 pour en laisser. Alors, la première stratégie, c'est de toujours commencer avec une assiette qu'on sait qui va être plus petite que ce qu'on a besoin. Et que ça va être certain qu'on va avoir à en reprendre. Alors là, on est certain que ça, c'est pas assez. Ça nous donne le temps, aux 3/4 de cette assiette-là, mettons mon bol de céréales, de me poser la question, est-ce que j'ai encore vraiment faim? Et si oui, si c'est le cas, d'en remettre et de me reverser un peu de lait, par exemple. Au dîner, au souper, c'est la même chose. Alors voilà une des stratégies qui est très importante. Et en même temps, quand vous regardez votre bol, puis il est plus petit, puis il ne vous satisfait pas comme ça, peut-être que c'est parce que vous manquez d'un peu de fibres. Alors, ajouter des fibres, des céréales entières, ajouter un autre groupe alimentaire, des noix, des fruits. Souvent, ça offre une meilleure faim, satiété. C'est plus facile pour nous de dire, bon, OK, ça ne rentre plus, parce que notre corps est allé chercher un petit peu tous les groupes dont on avait besoin. Alors, une autre question importante, c'est la vitesse du repas. Or, souvent, on mange beaucoup trop vite. Alors, juste de doubler la durée du repas. Si ça vous prend 3 minutes, vous engloutissez votre repas en 3 minutes, essayez 6 minutes. Parce que le corps, lui, il n'y a pas instantanément l'information comme quoi vous avez commencé à manger. Alors, si votre bol, à vous, il est déjà fini en dedans de 6, 7, 8 minutes, bien, lui, il n'est même pas en train de réaliser que vous avez commencé à manger des aliments. Alors, donnez-vous le temps. Donnez le temps à votre corps de percevoir la montée de sucre dans votre sang plutôt que la distension de votre estomac. C'est souvent ce qui arrive, c'est qu'on mange jusqu'à temps que l'estomac soit plein, étiré, alors qu'on devrait manger jusqu'à ce que notre corps, notre cerveau commence à être nourri et le signal biologique de faim, de satiété se présente alors. Alors, sur mon Facebook, si vous avez un intérêt pour la question, je publie souvent des articles sur la faim et la satiété et des petites conférences à l'occasion aussi sur ce sujet-là qui m'intéresse beaucoup. Alors, la semaine prochaine, ma chronique sera sur l'immunité. Hein? On parle souvent de ces temps-ci de virus, on parle de grippe, la pandémie d'Ebola et tout ça. Alors, je trouvais que c'était d'actualité de voir si la nutrition pouvait affecter effectivement notre système immunitaire. Il y a beaucoup de choses sur le marché, sur Internet qui nous sont proposées. Alors, je vais essayer de faire un petit peu de ménage sur la question pour vous la semaine prochaine. Et c'est ce qui clôt ma chronique cette semaine. Merci. Bonne semaine. Au hockey, l'équipe des Prédateurs de Laval ont procédé à une importante transaction le 27 octobre. Ils ont échangé aux 3L de Rivière-du-Loup l'homme fort Dave Hamel, le joueur de centre Patrick Lapostole, le gardien François Lacerte, en retour des attaquants Nicolas Daou, Olivier Daou et David Lacroix. Hamel a disputé une seule partie avec l'équipe, Lapostole aucune, et Lacerte a joué 3 parties avec l'équipe lavalloise avec une moyenne de 8,43 de buts alloués. Du côté des nouveaux membres des Prédateurs, l'aîné des 2 frères Daou, Nicolas, 27 ans, en est à sa 4e saison avec la Ligue nord-américaine de hockey. Olivier Daou, 21 ans, a joué 126 parties dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec entre 2009 et 2012, tandis que David Lacroix, 26 ans, ajoutera du muscle à l'alignement des Prédateurs de Laval. Nous voulons souhaiter la bienvenue aux 3 nouveaux joueurs et bonne chance dans votre nouvelle équipe. Notre athlète invité de la semaine se nomme Alexis Galarneau. Il est âgé de 15 ans. Il a commencé à jouer au tennis à l'âge de 8 ans. Il est classé parmi les 3 premiers au Canada dans les moins de 16 ans et il est, attention, le premier au Québec dans les moins de 18 ans. On a l'honneur de le recevoir aujourd'hui. Bonjour Alexis. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va toi? Merci. On est content de t'avoir aujourd'hui. Tu es toute bronzée, là. Tu reviens de où comme ça? Là? Je reviens d'Oklahoma City. Pour un tournoi? Comment ça s'est passé? Correct. Ça aurait pu aller mieux. Ouais. On va en reparler un autre jour, c'est ça que tu veux nous dire? Ouais. Alors, Alexis, aujourd'hui, on aimerait aborder les investissements. Donc, comme on a parlé un petit peu plus tôt, les investissements autant financiers que les investissements de temps, d'énergie que toute la famille met autour d'un athlète, par exemple, pour la performance de celui-ci. Et Michel, je te laisse prendre le relais. Ben oui, c'est plus dans la perspective aussi de voir, est-ce que comme athlète, on sent une pression supplémentaire? Est-ce qu'on est conscient de ces investissements-là ou de ce support-là qui nous entoure, qui est fait soit par nos parents, par nos entraîneurs, par la famille en quelque sorte?
Dans ton expérience, dans ton vécu, est-ce que tu as le sentiment que ça rajoute une pression? Tu es capable de te libérer de cette pression? C'est sûr, au début, dans mon entrée au Centre national, j'ai eu un petit peu plus de pression. OK. Mais là, je pense que je suis capable de la contrôler. OK. Les coachs mettent de la pression sur les résultats un petit peu. Aussi. Mais sinon, ma famille, c'est surtout l'école. Puis... Ouais, c'est ça qui est important. Ouais. Mais quel genre de pression? Est-ce que c'est la pression de performer ou juste la pression de jouer ou de pas déplaire à personne? De performer, puis en même temps, faire les choses qu'ils nous demandent. Les petits points techniques. OK. Comme quoi? Ah, vas-y. Non, vas-y. Mais comme quoi, par exemple, les points techniques, autant à l'entraînement, autant à l'école? Ils veulent qu'on applique les choses qu'on fait à l'entraînement en match, puis d'être capable de gagner les matchs en même circonstances. OK. Donc, il y a vraiment du côté de l'athlète, est-ce qu'il y a nécessairement une considération par rapport à une distance entre ce que je dois faire sur le terrain puis ce que ma progression, mon développement peut demander comme engagement? Ce que j'entends de ce que tu nous dis, c'est que comme athlète, on se concentre beaucoup plus à ce qui se passe sur le terrain, à livrer la marchandise, à livrer la performance. Mais après ça, ce qui est à l'extérieur du terrain, on est un petit peu plus distancé de ça ou libéré de ça. Ben oui, les coachs. Ouais. On a un tuteur aussi qui nous garde à jour dans nos devoirs et tout. OK. Donc ça... On est encadré. On est capable de garder un équilibre entre les deux. C'est bien. Par rapport aux investissements, est-ce que c'est dispendieux? Est-ce que c'est comment la sélection au niveau du Centre national, est-ce que ça implique des investissements? Est-ce que ça implique des coûts? Comment ça fonctionne? Les coûts, je ne sais pas. C'est pas toi qui gères. Mais tu as la chance d'avoir des parents qui peuvent t'appuyer là-dedans. Ouais. Donc, fournir autant monétairement, autant le support moral, les lifts, juste t'amener. Tantôt, je pense que tu t'en vas à une pratique au centre-ville, donc tout le temps voyager à gauche et à droite. Tu es un enfant parmi 4, donc vous êtes 4 chez vous. Alors, est-ce que tu réalises que c'est beaucoup d'énergie sur toi? Ouais. Est-ce que tu te sens privilégié d'avoir droit à toute cette attention-là? J'essaie de le reconnaître le plus souvent possible, parce que c'est beaucoup d'efforts pour toute ma famille. Puis comment est-ce que tu fais ça? Tu leur dis merci? Je leur dis merci, je les aide à la maison quand je peux. Je leur dis que je les aime. Est-ce que tu penses qu'au niveau du support, justement, est-ce qu'il y a des attentes? Tu parlais des entraîneurs au niveau du coach. Il y a peut-être des attentes ou une pression à livrer une performance. Au niveau de la famille, au niveau des parents, est-ce que tu perçois cette pression-là? Ou est-ce que tu ressens que de par les investissements ou de par le support, il y a comme... pour toi, de ton côté, une pression à livrer, aussi pour le support que tu reçois de tes parents? C'est comme s'il faut un retour sur l'investissement, ce que Michel veut dire. Non, pas vraiment. Il essaie plus de m'aider d'être capable de gérer cette pression, puis d'essayer de me changer les idées quand ça va un petit peu moins bien. Mm-hmm. Puis ils sont toujours là pour ça. Okay. Moi, je veux savoir, à quoi tu penses quand tu es sur le terrain, là? C'est-à-dire... C'est ta partie, là, c'est toi, de show must go on, comme on dit. Il faut que tu fasses ta performance. À quoi est-ce que tu penses? Comment est-ce que tu te concentres, là? Ben, toutes les petites choses qu'ils me disent en entraînement, j'essaie de les appliquer. Ça peut toujours m'aider à mieux jouer. Mais sinon, c'est juste de jouer, de laisser aller. Ouais, de tout laisser aller. OK. C'est comme si tu embarques sur l'espèce de pilote automatique. C'est quoi? Tu appliques tout ce que tu as appris? J'essaie de pas trop penser sur un terrain, sinon je risque de moins bien jouer. Mais est-ce que tu penses que le fait, justement, que tu penses à rien sur le terrain, c'est parce que tu veux pas te mettre de la pression supplémentaire? Est-ce que c'est une façon un peu de couper toute cette espèce de pression qui peut être mise de la part de tes entraîneurs, de la part de la famille? Ou... Un petit peu, mais... Avant, j'étais quelqu'un qui pensait beaucoup sur un terrain. Puis j'arrivais pas à te concentrer. Les résultats non plus. OK. Mais là, j'ai trouvé un truc de penser un petit peu moins à tout.
puis ça va mieux. Tu es un peu plus dans les réflexes, un peu plus dans l'action libre, là, dans voir comment ça se passe, puis de réagir plutôt que de structurer ou d'encadrer pas mal plus. Est-ce que tu pratiques un rituel d'avant-match, quelque chose? Comment est-ce que tu te prépares là, avant? J'aime bien écouter de la musique avant mon match. Quel genre de musique t'écoutes? Un peu de tout. Oui? Autant du classique que du gros rock? Peut-être pas du classique ni du rock, mais des chansons de Billboard, là, des chansons pop. Les choses qu'on entend à la radio. Ouais, c'est ça. Donc, tu te mets dans l'ambiance. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as un repas particulier qu'il faut que tu manges absolument? Ou, Non, mais j'essaie de manger le plus souvent des pâtes ou des carbohydrates. OK. Ça l'aide. Ça donne plus d'énergie. Ouais, puis sinon, je fais un échauffement physique avant mon match. OK. Puis est-ce qu'au niveau, justement, d'une routine de préparation, tu as des éléments au niveau psychologique, au niveau de la préparation mentale qui vont être intégrés aussi dans cette routine-là? Le soir avant, j'essaie de visualiser un peu plus. J'essaie de visualiser mon match, qu'est-ce que je vais faire de bien. Puis ça, je pense que ça m'aide. Ça me relaxe aussi. En tant qu'athlète et en tant que jeune garçon aussi de 15 ans. Ben Alexis, merci beaucoup d'avoir été là. On te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Puis on espère te voir un jour à la télévision. J'ai bien hâte de te regarder jouer, moi. Merci. Merci à toi. Les frères Adam de l'école de karaté Sun Funky de Deux-Montagnes sont maintenant tous les deux champions d'arts martiaux. En effet, Cédric Adams, qui suit l'exemple de son grand frère, vient juste de remporter le titre de champion du monde de karaté au dernier championnat à Dublin au début du mois d'octobre. Tandis que Steve Adam était quadruple champion du monde avec des médailles d'or en kung-fu, kata extrême, kata armé extrême et kata traditionnel par équipe. Les frères Adams souhaitent représenter le Canada au championnat du monde de la World Karate and Kickboxing Commission de 2015 à Orlando dans leurs catégories respectives. Nous sommes certains que les deux frères ne cesseront pas de nous impressionner et félicitations pour vos médailles d'or. Passons maintenant à la chronique Coaching mental CMP, où aujourd'hui on regarde justement l'impact des investissements, qu'ils soient financiers ou simplement le support que peut demander la progression sportive et l'investissement chez un athlète de la part de ses parents, de son entraîneur. Donc bien sûr que des impacts directs, ça va être en premier lieu, la décision ou non de faire un sport. Souvent, on va se demander, est-ce que ça vaut la peine d'inscrire mon jeune à ce sport-là ou de l'amener à progresser dans une carrière sur un sport comme la gymnastique, le hockey, le football. Donc, il va avoir un premier impact direct, c'est de considérer est-ce que oui ou non, je vais vouloir que mon jeune ou je vais avoir la possibilité d'offrir cette opportunité-là à mon jeune. Donc, l'autre impact direct, c'est d'avoir des actions ou avoir peut-être des activités à réaliser et à prévoir en supplément au développement sportif et athlétique. C'est-à-dire, si j'ai les commanditaires qui s'impliquent, si j'ai des levées de fonds ou des activités où je vais devoir faire justement de la sollicitation, il va avoir aussi un impact à préparer peut-être un dossier de presse ou à faire en sorte que je puisse faire de la sollicitation directe auprès de partenaires financiers ou de partenaires de services. Donc, un autre des impacts directs, c'est d'avoir justement cette préoccupation-là à faire des activités supplémentaires qui vont devoir s'intégrer à mon développement sportif. Aussi, de façon indirecte, on va avoir un impact chez l'athlète souvent où on va avoir une pression supplémentaire. C'est-à-dire que du moment où j'ai des gens qui vont s'investir en moi, que ce soit mes parents qui me supportent, qui payent mon développement sportif ou encore des commanditaires qui viennent me soutenir au niveau de mon développement, c'est sûr que l'athlète peut avoir une perception d'avoir des pressions supplémentaires, d'avoir des attentes supplémentaires. Donc, c'est important pour l'athlète de pouvoir se distancer, de pouvoir faire en sorte de mettre de côté peut-être ces perceptions, ces pressions supplémentaires-là pour simplement prendre le bien ou prendre le support sans nécessairement y voir des attaches ou des attentes. Donc, comment est-ce qu'on va justement soutenir l'athlète à bien gérer ces pressions supplémentaires-là, à bien gérer ces attentes-là? Tout d'abord, on doit
le sensibiliser. Je pense que c'est important pour un athlète de se rendre compte de peut-être des avantages ou de peut-être les possibilités qui lui sont offertes, c'est-à-dire que ce soit pour un investissement financier ou moi j'ai déjà eu certains athlètes qui, de par les besoins, soit les projets de retraite des parents étaient mis sur la glace, soit un deuxième emploi était considéré pour subvenir aux besoins financiers de la progression sportive. Donc, à ce moment-là, je pense qu'il est important de sensibiliser notre athlète, notre jeune, à savoir comment on est impliqué. L'autre chose, c'est de sécuriser tout ce qui peut être financement avant le début de la saison. Je pense qu'il faut mettre de côté les préoccupations financières pour un athlète dans sa saison. Si au départ, dans sa saison, on lance la saison et qu'on a des idées où on se demande si on va être capable de se payer la saison, on n'aura pas nécessairement un environnement qui va nous aider à bien performer. Et finalement, donc ça va nous permettre d'éloigner les distractions financières. Donc, vous voulez en savoir un petit peu plus, vous voulez avoir un peu d'aide sur les impacts que peuvent avoir ces investissements-là, vous visitez notre site www.cmpcoaching.ca, vous vous inscrivez à notre infolettre. Lors de la partie des Prédateurs de Laval contre l'Isothermique de Thetford Mines le 24 octobre, les équipes et les spectateurs du Colisée de Laval ont rendu hommage aux militaires décédés un peu plus tôt dans la semaine, Nathan Cirillo et Patrice Vincent. Au début de la cérémonie qui se déroulait juste avant la mise au jeu officielle, 2 jeunes joueurs de Laval-Est ont brandi le drapeau du Canada et tout le monde a été invité à garder 1 minute de silence en mémoire des 2 militaires décédés à Ottawa et Saint-Jean-sur-Richelieu. La cérémonie s'est conclue avec la mise au jeu faite par l'adjudant Kevin Vigeant du 5e régiment des Forces armées canadiennes en compagnie des capitaines des 2 équipes. Nos sincères condoléances aux familles des 2 victimes. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette émission de Sportneuf Laval pour la semaine. On remercie notre chroniqueuse nutrition Marie-France Lalancette et aux nouvelles sportives Roberta Arguello. Moi, je te remercie, Michel. Merci, Sarah. Bien, ça m'a fait plaisir. Et puis, n'oubliez pas d'aller répondre à notre question sur notre compte Twitter à Sport9Laval, sport avec un S. La question reliée avec notre thématique de la semaine, on veut savoir, est-ce que le support de plusieurs parties, donc c'est-à-dire nos parents, que ce soit des commanditaires, des entraîneurs, est-ce que le support d'autant de personnes quand on est un athlète rajoute de la pression sur notre performance? Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Moi, je pense que comme athlète, je dois simplement être en mesure de diviser le support sur le terrain ou sur la performance. Donc, faire le partage entre mon développement athlétique, sportif et tout le support qui peut être supplémentaire. Mm-hmm. Donc, si je suis capable de me séparer de cette façon-là, je vais être en mesure de bien gérer la pression et les attentes des autres. Moi, je pense que c'est de cette façon-là qu'on y arrive. Et toi, Sarah? Moi, écoute, si je me mets à la place de l'athlète, je suis quelqu'un qui veut tout le temps performer, je veux plaire à tout le monde. Donc, je pense que moi, ça me mettrait beaucoup de pression de devoir plaire autant à ma famille qui met tant énergie, argent sur moi, mes entraîneurs aussi, s'il y a des commanditaires en plus là-dedans. Je crois que ça me mettrait beaucoup de pression. Je sais pas si je craquerais à la fin, mais je sais que je crois fortement que ça influencerait mes performances. J'aurais un stress supplémentaire. Mais ça, ce n'est que notre opinion et on veut connaître le vôtre. Donc, gênez-vous pas à venir répondre à notre question. Et puis, d'ici là, on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.